Bonjour à tous et bienvenue en cette heure grave sur la chaîne Balado 3.0. Alors il n'était absolument pas prévu qu'on fasse un épisode aujourd'hui, mais voilà, je pense que... alors je précise quand même qu'on enregistre le 5 août. On va essayer de publier aujourd'hui, sinon ça risque d'aller à demain. Oui, Vous avez vu les charts, c'est sûr, vous avez entendu parler de l'actualité. Je suis sûr que tout ça est venu à vous. Euh, alors on s'est dit que on aspire tellement à avoir une communauté qu'on ne peut pas prétendre justement à ça si on n'est pas là aussi dans les moments difficiles. Donc on voulait tout simplement faire une petite discussion entre nous. Alors on n'a pas préparé du tout l'épisode comme je disais. On va partager des choses de façon un peu en freestyle en fait. Il n'y aura pas trop de structure. Vous attendez pas à ça dans cet épisode. On va peut-être slapper une introduction au début de la vidéo et that's it. Il n'y aura pas de gros montage non plus. Ça va être sans filtre et de façon complètement informelle. Donc on espère que ça va vous plaire. J'espère que ça va bien aussi de votre côté, que vous tenez le coup. Je sais que ces moments-là sont difficiles. Dites-vous qu'on est ensemble dans le même bateau. Alors oui, le bateau il prend l'eau en ce moment. C'est ce qu'on va essayer de discuter aujourd'hui, voir à quel point il prend l'eau. Et voilà, donc sans plus de blabla, comment ça va Christian, François, aujourd'hui? le réveil était difficile. Ouais. Je m'y attendais, hein, je t'en avais parlé avant que tu partes à Vancouver. On avait discuté de ce scénario-là. Et je m'étais posé la question si ça allait se produire. Et nous, forcément, en plus, ça tombe en plein milieu dans la nuit. Donc, hier, je commençais à avoir des signes quand même précurseurs du truc. Mais je m'étais dit, c'est bon, ils ont pricé les risques géopolitiques. Ça devrait aller. Et au final, tu te réveilles le lundi matin à 8h. Et quand tu prends ton café, la douloureuse, quand tu vois ton PNL à moins 10 000, tu te dis... Ouais. Ça fait mal. Ça a décroché. Moi, je l'ai vécu en live en fait parce que j'hésitais quasiment à vous appeler, mais je me disais que c'était le milieu de la nuit. Puis de toute manière, c'est jamais bon de prendre des décisions comme ça dans l'urgence, réveillé en plein milieu. Yes. Fait que j'ai pensé que c'était pas vous faire un cadeau que vous appelez, mais je l'ai vécu en fait. J'ai vu la bougie rouge. Il était juste avant d'aller me coucher en fait à Montréal. C'est en fait le marché japonais qui a commencé. Oui. Les Japonais ont choisi la violence. Alors on va revenir là-dessus. C'est Oui. plus ou moins le trigger qui a démarré ça. Tout à fait. Toi, Christian, de ton côté, est-ce que tu l'avais vu venir? Comment tu t'es réveillé ce matin? Non, moi j'étais plutôt dans un autre monde. Moi, je prends beaucoup de recul là par rapport au marché depuis ces dernières semaines. Et puis, comme je vous l'avais partagé, je vous l'avais partagé à tous les deux en off. J'avais, par rapport aux personnes aussi que je suis, hein, je continue à m'informer tout le temps. Alors, voilà, juste un petit point, comme on regarderait la météo en fait de la journée. J'aime bien, voilà, prendre un peu la température chaque jour, voir un peu les nouvelles, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que ça baisse et qu'est-ce qui fait que ça monte. Est-ce que quand ça monte de beaucoup. Est-ce que les news, parce qu'on le sait, des fois il peut y avoir des news positives et puis des fois elles vont être surpricées ou à l'inversement ça va être très positif et on voit qu'en fait ça a pas beaucoup d'impact. Donc il y a toute la psychologie aussi qu'il y a derrière de quand on reçoit la news, dans quel état d'esprit on est, et des fois il peut y avoir des trucs hyper négatifs et qui sont pas si impactants sur le marché. Donc c'est toujours intéressant de regarder comment c'est vécu. D'un point de vue prix, quoi, d'un point de vue sur les courbes, sur les prix, sur les différentes cryptos. Et donc du coup, j'avais vu quand même qu'il y avait quand même, ça se dessine de plus en plus. On voit borne haute, borne basse, et que ça a tendance à slalomer. Et j'avais vu que ça a été quand même très vite ravalé quand c'était venu titiller la borne haute. Il y a beaucoup de gens qui se mettent en short. Et donc du coup il y a une pression vendeuse qui est extrêmement importante, et je pense que les institutionnels ils s'amusent pendant ces bornes à faire des profits. Du coup je le voyais venir. Je voyais pas venir aussi vite. Par contre, j'avoue que je pensais que ça allait tranquillement descendre progressivement
vers les 52 000 à un moment ou un autre, de toute façon. Ou déjà, peut-être taper avant les 54. Mais bien sûr, je le voyais plutôt peut-être vers mi-août, quoi. Mais après, voilà, on sait jamais, hein. Mais j'avais anticipé, j'avais gardé, du coup, j'avais repris des profits un petit peu et puis j'avais gardé quelques lignes. Donc, non, moi, je suis plutôt content, en fait, que ça retrace. Comme ça, au moins, on repart aussi sur un marché plus simple. Voilà, parce qu'il y a eu énormément. on a réinitialisé le marché. Alors, je précise qu'on est descendu même un petit peu en dessous de 50 000, du coup, pour ceux qui n'ont pas vu les graphiques ou 49, qui ne savent pas comment les lire. Tu parles d'informations. J'ai ouvert quelques onglets. Je vous partage à la volée comme ça. Vas-y. Quelques actus. Pas mal de choses qui se sont passées effectivement. Moi aussi, ce matin, j'ai passé un petit moment sur le téléphone. En plus, je devais enregistrer un épisode de podcast. Donc, j'ai fait ça rapidement. Mais j'ai vu pas mal de choses. Alors, comme disait François tout à l'heure, on a une situation géopolitique qui est très tendue au Moyen-Orient. Donc ça, on va dire que ça n'aide pas. C'est quelque chose qui est déjà sous-jacent. Bon, ça fait un moment qu'on parle d'une troisième guerre mondiale. Encore une fois, je pense que c'est quelque chose que je suis assez peu convaincu que ça arrivera. Malgré tout, c'est quelque chose qu'on entend, qui est présent dans le discours des médias. Il y a Trump qui a baissé énormément aussi en popularité. Il est descendu, selon les sondages, de 70% à 52%. Et depuis que Biden s'est retiré de la course, en fait, on voit que les nouveaux prétendants sont, certains d'entre eux, plutôt favorables à la crypto aussi. Par contre, un peu moins bullish sur le marché, sur ce qui est en train de se passer de façon générale. C'est vrai que Trump, on le sait, c'est un permaboule quasiment. Donc, à voir un petit peu. En tout cas, ça a joué certainement parce que vu qu'on a associé Trump à la crypto maintenant, dès que la cote de Trump descend, on dirait que le marché a envie de descendre aussi. Il y a eu les chiffres aux États-Unis qui sont sortis sur l'unemployment, je sais même pas comment on dit ça en français, le chômage. Le chômage. Le chômage. Donc les chiffres étaient plus élevés que prévu. On rappelle que la Fed a toujours pas baissé les taux d'intérêt aux États-Unis. C'est quelque chose que nous on a déjà fait en Europe. C'est quelque chose qui a été fait au Canada aussi. Aux États-Unis, on parlait peut-être plus de septembre. Alors, a priori, là, aujourd'hui, ils se rencontrent en urgence pour voir s'ils vont pas avancer ça parce qu'ils se rendent compte que là, c'est un petit peu en train de partir en live. Il y a toujours Mongox qui est en train de... En fait, on a une pression vendeuse liée au fait que Mongox est en train de rembourser des investisseurs qui, à l'époque, avaient perdu leur argent. Alors là, il y a deux façons de le voir. Certains disaient c'était des gars qui étaient dans la crypto, donc possiblement qui vont racheter. Donc c'est pas nécessairement que de la vente, mais ça peut jouer. Alors après aussi au niveau du VIX, donc l'indice de la peur, l'indice de la volatilité, on est quand même actuellement. Alors je parle de cette il y a 4 heures, donc ça peut changer, mais on était au-dessus de 65, donc c'est un niveau qui n'a été atteint que 2 fois dans l'histoire, pendant la pandémie du Covid de 2020 et durant la crise financière de 2008. Donc on voit que c'est quelque chose de quand même important. Et on a eu également des liquidations très importantes. Je crois qu'on parlait en tout cas tout à l'heure, de 800 millions qui ont été tout à fait. Qui ont été liquidés et le marché en général a perdu vraiment pas mal. Là, on parle plus qu'un milliard en termes de capitalisation globale. Alors voilà, donc le point sur lequel je veux qu'on revienne, parce que je pense que ça a été vraiment le trigger, c'est en fait les Japonais. Clairement, le stock market japonais est en train de se péter la gueule. Il a perdu, je crois, 25% ou quelque chose comme ça. Ce qui est assez important. Et alors, a priori, des informations que moi j'ai trouvées, c'est ce qu'on appelle les carry trades. C'est-à-dire que le Japon avait des taux d'intérêt qui étaient nuls. Donc, en fait, c'est une pratique assez courante que les institutionnels vont emprunter du yen parce qu'il coûte rien et ils vont l'investir sur des bons américains, par exemple, pour aller chercher de la performance tout simplement en utilisant un effet de levier qui est gratuit. Et le truc, c'est que là, ça part tellement en vrille au Japon que ils ont été obligés de monter des taux d'intérêt. Alors, ils n'ont pas monté de beaucoup. Je crois qu'ils ont monté de 0,25 ou quelque chose comme ça. Tout à fait. Mais c'était suffisant pour que justement cette pratique-là, d'un coup, c'est ça le risque en fait de cette stratégie, c'est que si d'un coup la valeur de la monnaie monte, ce qui est arrivé, le yen est monté en flèche, et là à ce moment-là, tu peux te retrouver très vite dans la merde. Donc ils ont soldé leur position et forcément les assets à risque comme la crypto, nous on est un peu en première ligne comme je le dis souvent, donc on est les premiers à ramasser. Mais c'est important de préciser qu'il n'y a pas que la crypto qui baisse aujourd'hui, tout a baissé.
On a aussi Warren Buffett, il y a quelques jours, qui a vendu pour 50% de ses positions Apple. Donc, ça représente, je crois, 25% de son portfolio. Alors lui, il est bien maintenant parce qu'il est assez en cash. Mais Apple a ouvert à moins 10% quand même ce matin. Moi, ça m'étonne pas du tout. Tu vois, j'avais cette conversation déjà en mars où je t'avais dit Apple, pour moi, ça commence à être quand même sur un cycle. On commence à être haut sur le cycle. Si tu dézoomes franchement le chart, Apple, ça fait pas rigoler. Je dis pas qu'Apple c'est une mauvaise société, c'est juste que c'est une société qui commence à devenir mature et où il y a eu, je pense, une hype de spéculation sur les dernières années. Tu vois, tu parlais là des carry trades qui prenaient des obligations américaines, mais pas que. Ils peuvent aussi prendre des actions américaines. Et donc, souvent, ils ont acheté aussi, tu vois, du Apple, du Netflix. Tout est relié, en fait. Tout est relié. Et ça peut vraiment impacter le marché très, très rapidement si ces traders, ils ont fait un peu de la merde. Ouais. Alors, est-ce que toi, François, tu penses que ça a été ça aussi le déclencheur? Est-ce qu'il y a d'autres choses que j'ai pas mentionnées qui mériteraient de... Je pense qu'il y a, t'as noté les plus gros points pour refaire un point sur le Japon, qui est quand même un pays un peu particulier. En 97, ils ont eu une grosse crise. Et du coup, depuis, ils ont toujours baissé leur taux et laissé leur taux très, très faible, quitte à avoir même une déflation dans leur pays. Ce qui est pas forcément très très bien, mais en effet, en fait, leur monnaie a toujours été valeur refuge. Sauf depuis les 4 dernières années, depuis le Covid, où en effet, ils ont laissé leur taux très très bas, alors que tous les autres monnaies ont augmenté leur taux. Donc forcément, le yen a perdu énormément de valeur en termes de pouvoir d'achat par rapport aux autres monnaies fiat. Et du coup, ça a été un peu le serpent qui s'est mordu la queue avec ces carry traders. Là, je connaissais pas le nom, mais tu vois, tu mets le point dessus, qui du coup se sont retrouvés avec un yen qui forcément, au bout d'un moment, il allait revenir à une valeur quand même. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est que le Japon, c'est très particulier. C'est le Japon qui possède sa dette. Donc en fait, il est très endetté et c'est pour ça qu'ils laissent des taux bas, parce qu'ils veulent rouler leur propre dette, mais c'est leur dette à eux. C'est-à-dire que c'est pas détenu par des étrangers. Je pense que 90% de leur dette, c'est détenu par le pays. Et donc ça fait que techniquement, c'est pas très grave s'ils remboursent pas leur dette. Et je pense qu'il y a des investisseurs un peu malins. Là, je voyais un tweet de Charles Gave sur ça, qui eux ont plutôt parié sur le fait que le yen allait reprendre de la valeur. S'ils augmentaient petit à petit un peu leur taux, parce que malgré tout, il faut pas non plus jouer le con. Forcément, oui, c'est-à-dire que l'inflation, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que l'inflation est très forte au Japon en ce moment. Exactement. L'inflation est très forte au Japon. En plus, on le rappelle, le Japon, c'est un pays qui vit principalement... Qui n'a jamais connu l'inflation. Qui a jamais vraiment connu l'inflation depuis 20 ans. 25 ans peut-être. Donc ça commence à faire un bon moment qu'ils n'avaient pas connu ça. Et donc du coup, c'est vraiment pas évident. Et je pense que là, c'est juste une retour à la moyenne en fait. C'est-à-dire que le yen, il a tellement perdu de valeur que là, c'est juste une retour à la moyenne du yen. Et si t'as des effets de levier à ce niveau-là, en termes de stratégie de trading, en effet, tout va être répercuté. Et je pense qu'après, t'as noté tous les autres points. Le marché, en fait, le truc, c'est que je sais pas comment expliquer ça. Il y a quelque chose comme, si on veut, on peut relier les points. Mais en fait, le marché, il est diffus. C'est tout un tas de facteurs qui fait que le marché va dans telle ou telle direction. Mais on n'a pas forcément... c'est peut-être le yen, comme ça pourrait être, je sais pas... là, je crois qu'on n'est pas très loin au niveau du taux 2 ans, taux 10 ans à retracer. Au niveau de la courbe, on a bientôt l'inversion des courbes. C'est-à-dire que si là, on a l'inversion des courbes, techniquement, c'est signe de récession aux États-Unis. Donc, vous voyez, ça pourrait très bien être aussi ce facteur-là qui pourrait dire « Ah, c'est la crise, c'est la fin du monde ». On pourrait voir absolument raison. C'est aussi un des Moyen-Orient qui pourrait être la cause. Donc, en fait, on ne sait pas vraiment. Mais les faisceaux d'indices qui nous sont amenés, en tout cas, peut nous dire que le marché au global a cette vision-là, en fait. Cette vision de « Attention, il y a un risque, qu'est-ce qui se passe ?» Et le VIX le montre. Tu as absolument raison, j'ai oublié de le mentionner, mais c'est très important. On a des indicateurs de plus en plus, notamment un qui a été partagé par Paul Crypto Formation qui s'appelle le SAM. SAM, c'est S-A-H-M, Rule Recession Indicator, donc pour ceux qui veulent aller voir. Et en fait, c'est un indicateur qui, pour l'instant, a un taux de réussite de 100%. Et là, on vient de passer au-dessus de la ligne. Donc, d'après cet indicateur,
on va rentrer en récession. Alors, Ça, la récession, elle était quasi sûre. En fait, il y avait deux scénarios. Le scénario donc que les États-Unis voulaient, qui était le soft landing, donc l'atterrissage en douceur. Ce qu'ils voulaient, en fait, c'était forcément augmenter les taux jusqu'à un niveau où on allait avoir du chômage, où on allait avoir une inflation qui diminue, du coup, pour enrayer, du coup, cette inflation. Et ça, en fait, le marché, il le comprend pas. J'ai un peu cette impression que le marché, il voudrait un soft landing, vraiment un soft landing, genre on n'a même pas de chômage qui arrive. On casse pas un verre. On est obligé de commencer à avoir un petit peu de chômage pour qu'ils commencent à arrêter cette augmentation des taux, qu'ils ont d'ailleurs arrêté depuis les 6 derniers mois là. Et maintenant, on attend même une baisse des taux. Donc voilà, je pense que c'est juste une question de pilotage là qui est un peu complexe. On est un peu en train d'atterrir et je pense que l'idée du soft landing était largement mal compris du marché et potentiellement un peu un fantasme du marché. Ouais. Donc on n'aura pas un soft landing. Ça veut pas dire forcément qu'on a un hard landing aussi. Ça veut pas dire que c'est la fin du monde, qu'on est reparti sur une crise de 2008. Moi, je tape plutôt sur les modèles de Armstrong, qui est sur un modèle plutôt crise, récession en 2028. Donc ça, je vous amène à aller regarder ces informations-là pour checker. Ouais, très très bon point. Alors, on peut peut-être faire un petit point marché, graphique et tout ça. Christian, je sais que tu avais quelques trucs tout à l'heure que tu me partageais que je trouvais intéressants. Alors au moment, là il est 14h08 à Montréal au moment où on enregistre. On a quand même bien remonté. Bitcoin est à 54 600. Donc on a eu un rebond. Alors à mon avis c'est un rebond technique, c'est normal après une baisse comme ça. Je pense qu'on va redescendre au moins au même niveau pour valider que c'est du solide et qu'on a trouvé un bottom. Et puis ça se peut qu'on enfonce plus bas, bien évidemment. Si la Fed répond positivement, tu vois, typiquement, qui disent on baisse les taux tout de suite, tu vois, c'est pas interdit qu'on. Toi, tu penses qu'on aura un bottom comme en 2020? Je sais pas. En fait, c'est pas le scénario à privilégier, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas non plus l'enlever. Ce que je veux dire à l'auditeur, c'est pas attention, vendez pour racheter plus bas, parce que ça pourrait être, je pense, non, on va en parler. Surtout pas. La stratégie débile à faire, en se disant de toute façon, ça va redescendre en dessous de 50 000, on va pouvoir même racheter peut-être à 44 000. Attention, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu quand même de liquidation au nord. Moi, j'attendais quand même une liquidation au nord. C'est pour ça que je suis assez étonné de pas avoir cette liquidation avant cette nouvelle liquidation au sud. Ça veut dire, est-ce qu'on va prendre du temps pour se remettre? Peut-être. On va peut-être juste réavancer en crabe. On n'est pas obligé de faire un V-bottom. Un V-bottom. On peut réavancer en crabe, en escalier, tout doucement. On a peut-être touché le bottom. C'est pas interdit. Ça va dépendre de la configuration des prochains jours. Si la Fed répond présent, si je sais pas, le conflit commence à peut-être à s'adoucir. On l'espère. Ça a pas l'air de prendre cette tournure, mais bon, on verra. Si les positions sont débouclées correctement, il y a une potentialité que en fait on a touché le point bas mais je suis assez d'accord avec toi. Je pense que le scénario quand même qui me semble. On risque quand même de retester. Je trouve que le rebond il est quand même un peu rapide quoi. C'est ça. Ouais, c'est potentiellement d'aller retoucher les 50 000. Ça me paraît pas déconnant pour faire un double bottom. C'est quand même des figures qui sont souvent utilisées avec peut-être potentiellement une divergence avec un MACD qui irait ou un RSI qui irait dans le. Et toi, Christian, tu me parlais tout à l'heure de gaps qui ont été comblés. Tu semblais dire que c'était un niveau, en tout cas, que tu surveillais. Ça n'a pas l'air de te surprendre plus que ça. Est-ce que tu veux en dire plus pour ceux qui nous écoutent? Alors, je suis loin d'être un expert là-dessus, mais apparemment, il y a... on peut regarder ça sur TradingView. C'est le CME, Chicago je ne saurais même pas le prononcer. Mercantile Exchange. Ouais, voilà, c'est ça. Chicago Mercantile Exchange. Qui est finalement la bourse de Chicago, tout simplement. Qui est la bourse de Chicago, et puis d'une certaine façon, c'est là où sont tradés les futurs. Et donc du coup, c'est des institutionnels qui vont trader ces futurs-là. Donc c'est hyper intéressant, sachant que là, on a un arrêt le week-end. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a une rupture au niveau des prix, donc on voit en fait un gap de cotation.
Et souvent, en fait, ces creux-là sont amenés à être retravaillés à un moment donné. Il doit y avoir une bougie qui doit repasser pour revalider. Me demandez pas pourquoi, mais c'est quelque chose qui est observé. Alors, pas tout le temps. Statistiquement, c'est quelque chose qu'on voit effectivement. Sauf si c'est un gap de rupture. Apparemment, quand c'est un gap de rupture, genre vraiment ça explose, bon, c'est pas le même gap. Mais quand c'est des gaps où là, on est sur, avec une volatilité qui est pas non plus folle, en fait, ça rassure. En fait, je sais pas pourquoi, mais voilà, c'est quelque chose qu'on observe. Donc, ça peut être quelque chose à observer. Et c'est vrai que là, il y en avait 2, en fait, qui étaient surveillés. Je peux aller chercher les fourchettes. Moi, j'avais à l'œil celui qui était donc... Je pensais pas qu'on allait le combler aussi rapidement. Ouais, c'est ça, il était... Il y avait 52 000, je crois que tu m'avais dit. Mon MacBook qui est en train de ramer. Voilà, il était entre 60 000 et 58 000. Donc là, il y avait un gap à aller chercher. Bon, je suis large, hein, je suis pas très précis, mais voilà, c'est entre ces 2 fourchettes. Et ça faisait un petit moment, et moi je pensais même qu'on allait le combler déjà à la dernière baisse qui était, on va dire, début juillet, vers le 7-8, même plus précisément le 5. Je pensais qu'on allait combler aussi ce gap qu'on avait laissé entre... c'est plus une buy zone, quoi, le 50 000 et 52 000, quoi. Et là, on a comblé tous ces gaps-là. Par contre, on en a recréé un autre qui maintenant se situe entre 59 000 et 62 000. Donc, on va être potentiellement amené à le retravailler. J'espère, parce que l'objectif, c'est qu'on aille chercher les 100 000. Mais voilà, pour vous dire, ça peut être intéressant, peut-être à un moment donné, qu'on va aller juste recombler ce gap et puis peut-être retester après la borne basse autour des 50 000. C'est rigolo de voir en fait cet effet un peu de yo-yo qui peut jouer comme ça. Mais après, il y a tellement de facteurs que vous avez cités que en fait, c'est difficile de savoir ce qui va se passer parce que tout va dépendre de tellement d'impact, et puis des fois, c'est tellement surestimé aussi. Mon Gox, enfin, quand on regarde les chiffres, même si encore une fois, il y a une partie qui est vendue. C'est plus la peur qui fait que les gens ils price dans la peur en fait, et donc en fait littéralement c'est pas non plus pareil. On le sait, Ethereum, bon bah voilà, il y a eu l'ETF, ils ont vendu la news. Mais après, concrètement, oui, il y a des Grayscale Capital qui doivent revendre des positions parce que ça coûte cher. Ils faisaient ça à l'époque. Donc maintenant, ils essayent de comme ça s'est passé sur le TF Bitcoin. Hein, donc c'est sûr qu'il va y avoir une pression vendeuse. Mais si à un moment donné, le marché revient, je pense qu'il y a beaucoup de pressions vendeuses qui seront soit annulées et ça fera ça sera juste neutre, ou voire même ça va monter. Mais c'est ça qui est intéressant de regarder, c'est que la peur et l'émotion ont des fois plus d'impact que, en fait, l'impact que ça pourrait réellement avoir si ça se passait. Totalement. Moi, je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire, dans le sens où si vous avez, alors j'ai pas regardé là sur les derniers temps parce que j'ai pas forcément l'abonnement. J'attends que Phil fasse une vidéo à ce sujet-là pour voir si les indicateurs ont changé sur Glassnode. Mais au moment où l'Allemagne a vendu ses bitcoins, par exemple. Oui. À aucun moment sur les exchanges il y a eu vraiment un surplus de Bitcoin en exchange. Il y avait, en tout cas sur les indicateurs on-chain, c'était pas notable quoi. Il y avait pas une augmentation du double de la quantité de Bitcoin sur les exchanges qui pourrait notifier une baisse du marché comme ça. Donc je suis assez d'accord avec ce que tu dis. C'est certainement plus une peur des gens qui se concrétise par attention, je vais être le dindon de la farce, ou comme je disais tout à l'heure, je vais vendre pour racheter plus bas. Oui. Je pense qu'il doit y avoir beaucoup de ça. Ouais. Il faut potentiellement ou des traders de court terme aussi, des traders en fait finalement qui jouent ce côté, ce que tu disais tout à l'heure Christian, de yo-yo entre les ranges. Voilà, mais à part ça, je vois pas vraiment de cohérence dans une vision long terme sur le marché. C'est-à-dire que, encore une fois, après on ira peut-être sur cette conclusion, mais si on doit réfléchir au scénario d'après, on n'en sait pas vraiment grand-chose, on ne sait pas comment ça va se positionner.
Mais ce qui est sûr, c'est que si vous avez un investissement long terme, c'est pas une journée comme celle-ci qui devrait changer quoi que ce soit dans votre manière d'investir. La seule chose qui pourrait se poser comme question, c'est j'ai encore de la liquidité, est-ce que j'investis ou pas? Moi, c'est ça que j'ai eu comme appel aujourd'hui de personnes que je connaissais. On va plutôt clôturer l'épisode vers ça, donc garde un petit peu tes choses. Peut-être juste une chose, parce que là tu dis un truc intéressant et je pense que c'est pas forcément su on va dire des débutants ou du grand public. C'est que là on sait qu'on est sur un cycle institutionnel. On commence à voir également des gouvernements qui achètent. Trump a relancé même cette idée-là d'avoir du Bitcoin comme réserve stratégique pour le pays, l'équivalent de ce qu'ils ont en or aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, les pays avaient de l'or en réserve stratégique. Oui. Et le Bitcoin pourrait peut-être jouer ce rôle-là dans le futur. Donc, ça fait beaucoup. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de Bitcoin qui vont être achetés et on peut imaginer que ces bitcoins, ils vont aller comme vous et moi sur Binance. Je parle là pour quelqu'un qui est pas au courant de ces choses-là. Ça se passe pas comme ça. Bien sûr, le bitcoin, ils vont l'acheter ce qu'on appelle en OTC, donc en over the counter. L'Allemagne l'a pas fait. L'Allemagne n'a pas fait d'OTC. En l'occurrence, t'as raison. Ils ont refusé parce qu'il y a même eu Justin, j'oublie son blaze là, le gars de qui avait proposé de les racheter. Ouais, tout à fait. Ils ont refusé. Donc là, c'était quasiment un mouvement politique de vouloir faire baisser les bitcoins. D'ailleurs, en ce moment, tout le monde se foutait de leur gueule quand ils ont vendu et que c'est monté, mais là, en ce moment, ils doivent être bien. Est-ce qu'ils vont racheter? On verra. Mais bon, bref, il y a la pratique OTC. Et puis après aussi, il y a beaucoup d'institutions ou de gouvernements, j'imagine, mais là, pour l'instant, c'est encore pas trop public, qui achètent auprès des mineurs directement. Donc, on n'a pas tout de suite un impact sur le prix de la même façon. En fait, c'est un peu le marché des exchanges centralisés. C'est un peu le dernier endroit où ils vont acheter du Bitcoin. Parce que bien sûr, avec les volumes qui veulent rentrer, déjà, ça serait très compliqué. Ça décalerait le prix. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant pour eux. Donc ça a bien gardé en tête à ce niveau-là. Donc au niveau, effectivement, encore une fois, je le rappelle, on ne donne pas de conseils en investissement. Ça, c'est sûr. C'est toujours important de se rappeler quelle était votre stratégie. J'espère, en tout cas, nous, on en parle systématiquement. Donc, je pense que les gens qui nous écoutent ont une stratégie. Si vous nous découvrez, si vous n'aviez pas de stratégie jusqu'à maintenant, je pense que c'est un bon wake-up call, comme on dit ici, pour mettre les choses en place. C'est-à-dire que avoir une stratégie, définir c'est quoi ses objectifs, définir c'est quoi son horizon de temps, pour ne pas finalement se retrouver un peu dans la zone de chahutement où tu vois plein de gens dire plein de choses et tu sais plus trop comment toi tu dois réagir. Est-ce qu'il faut vendre? Est-ce qu'il faut acheter? On parle du DCA. Là, il y a un truc par rapport au DCA. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. C'est devenu un peu une mode. Je pense que François, tu lis les mêmes choses que moi. Rodolphe Stéphane, ouais. Exactement, je pense à lui. J'aime bien sa vision, c'est-à-dire que c'est un peu devenu une mode et c'est quasiment logique en fait pour les brokers, les exchanges, tout ça. Et c'est une bonne pratique en soi. On dit pas que le DCA c'est une mauvaise idée, mais le DCA pour le DCA, c'est peut-être moins intéressant que de commencer à faire du DCA. Donc pour rappel, DCA c'est Dollar Cost Averaging, c'est l'idée d'acheter en plusieurs fois plutôt qu'aller one shot, mais d'attendre des retracements, d'attendre des moments un peu plus stratégiques pour commencer à rentrer sur le marché. Et le fait est que ça fait en tout cas plusieurs mois qu'on entend buy the dip, buy the dip, buy the dip. Tout à l'heure j'avais un post qui m'a fait rigoler. Si je l'ai encore, je vous le lirai, mais ouais, non, je l'ai perdu. C'est pas grave. C'était pas, il y avait pas mal de gros mots là-dedans, donc je veux pas me faire censurer par YouTube, mais en gros, le mec, il disait, allez tous vous faire foutre, quoi. Buy the dip, avec quel argent, tabarnak? Moi, ça fait 200% que je suis investi sur le marché depuis déjà des mois. Moi, c'est mon cas, À chaque fois que je suis capable de récupérer de la liquidité, c'est parce que j'ai une gestion un peu plus active de mon capital. Je fais du trading long terme, c'est-à-dire que je joue les cycles, je joue un peu les grands mouvements. Donc, ça me permet de récupérer du cash quand j'en sors en haut pour le remettre en bas. Mais globalement, je pense que la plupart des gens qui nous écoutent, ils ont déjà investi en fait. Ils n'ont plus nécessairement de cash. Alors si vous avez encore une poche, si vous l'aviez vu venir, comme disait François, je pense qu'on est sur des prix qui sont vraiment pas déconnants. Ça veut pas dire rentrer one shot parce qu'encore une fois, on ne sait pas trop si on a touché le fond. Acheter un couteau, comme on dit, c'est toujours un peu dangereux. Oui. Bon, on peut jouer des fois le rebond, mais là c'est du trading. Encore une fois, vous embarquez pas là-dedans si vous n'êtes pas préparé ou vous n'avez pas l'habitude de le faire. Exactement. Donc voilà un petit peu, voilà un peu les idées. Qu'est-ce que
qu'est-ce qu'on pourrait pour recommander sans que ça soit un conseil financier Non, mais c'est ça, je pense, c'est rester cohérent avec sa vision d'investissement. C'est pas c'est pas la nôtre, hein, c'est la vôtre. Donc c'est pas un conseil, c'est votre vision. Restez cohérent. Changez pas de fusil d'épaule du jour au lendemain. Si vous croyez en la crypto hier, je vois pas pourquoi vous n'y croirez plus aujourd'hui. Donc je pense que c'est encore une fois une question entre vous et vous-même à vous poser. C'est j'ai des cryptos actuellement dans mon bag, est-ce que j'y crois toujours ou pas? C'est-à-dire que c'est sûr que si vous aviez des têtes de chien et que vous pensiez devenir millionnaire là-dessus, je pense pas que c'est les personnes qui nous écoutent, mais vous vous doutez bien que là, il y a peut-être un souci dans votre stratégie. Si par contre vous avez, je sais pas, de l'Ether et du Bitcoin dans votre bag, normalement ça devrait pas être des prix qui devraient vous embêter plus que ça. Ça devrait juste vous dire ok, très bien, ça va prendre peut-être un peu plus de temps pour atteindre l'objectif que je m'étais fixé, mais de toute façon j'avais une vision à, je sais pas, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Donc dans ce cas-là, ça change rien dans mon investissement, et voir peut-être ça peut me poser la question, si j'ai de la liquidité, de commencer à faire du DCA potentiel sur ces zones de prix qui ne sont pas déconnantes pour pouvoir y aller. Je vous rappelle, hein, il y a un dicton qui est dit acheter la peur. Moi, quand je vois un VIX à 40, 60, personnellement, il faut l'acheter. j'achète la peur. Hein. Moi, je suis aussi con que ça. Hein. C'est aussi bête que ça. C'est pas se poser 150 000 questions. Mais c'est drôle, plus difficile. Exactement. C'est le moment d'ailleurs où c'est le plus difficile. C'est ça. Normalement, vous savez que si vous avez acheté tous les derniers dips et que c'était facile à le faire, et que là vous vous dites putain c'est la merde, je vais devoir acheter encore ce dip et j'y arrive pas, c'est que potentiellement en fait là on est vraiment sur le bottom quoi. Ouais. Mais après, encore une fois, c'est pas un conseil en investissement. Le trade que j'ai ouvert, c'était exactement là-dessus. C'est-à-dire que moi, je vivais la bougie rouge en live, puis ça descendait beaucoup trop vite, beaucoup trop fort. Et en fait, j'ai essayé de jauger un peu mon feeling, mon émotion. Et à un moment donné, j'avais vraiment envahi par le sentiment, putain, mais ça va jamais s'arrêter de descendre, en fait. Et au moment où tu aurais le goût de tout vendre, vu que j'étais déjà sorti avant, et je suis sorti parce que, je précise quand même pour pas faire le malin, je suis sorti et je l'ai expliqué. Alors d'ailleurs c'est une invitation, il y a le lien pour rejoindre le Discord qu'on a créé. J'ai laissé un message audio ce matin à la communauté, mais je suis sorti parce que on a clôturé en weekly à nouveau sous le range. Donc moi j'ai une stratégie de suivi de tendance, donc là j'avais un signal de sortir, et en plus on a clôturé sous la moyenne mobile 200. Donc je suis prêt à rentrer dès qu'on va à nouveau réembarquer au-dessus, ou voir là acheter par palier sur certaines cryptos. Je pourrais vous donner plus de détails si ça vous intéresse, mais effectivement c'est pour ça que j'étais sorti, et là j'ai acheté du coup ce moment-là de peur extrême, et je me suis fait un trade à 15% quoi. Et après, assez vite, par contre, je suis ressorti parce que je savais que c'était compliqué. Donc, je suis pas en train de dire que c'est ce qu'il faut faire, mais c'est pour illustrer ce que tu dis, François, c'est que le moment où tu es vraiment complètement envahi par la peur, souvent, c'est vraiment le point bas. Totalement. Alors, moi, je l'ai après, toujours vécu, et en fait, faut se dire que le marché, c'est juste le reflet de nous-mêmes, hein, donc, et de tous les intervenants qui sont sur le marché. Donc, forcément, quand on a le plus peur, c'est quand le marché a le plus peur. Donc, techniquement, c'est logique. Ouais, à part si vous êtes psychopathe et que du coup vous êtes câble à l'envers, et là vous allez faire beaucoup d'argent. Ouais, exactement. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est ça, parce qu'en fait je pense qu'il y a une chose, et peut-être on peut reparler de ça, je trouve ça intéressant. En fait, les réseaux sociaux, c'est ultra dangereux. J'ai pas du tout regardé mes réseaux sociaux aujourd'hui. Alors voilà, j'ai ouvert 10 secondes pour voir vite fait ce qui se passait. J'ai tout de suite refermé. Voilà. Alors, ça, c'est un conseil que je voulais. Là, c'est un conseil que je m'autorise à donner. Je pense pas que la SEC va me prendre. Je suis d'accord. Attention, parce que en ce moment, votre énergie et votre capacité décisionnelle, elle va être extrêmement précieuse, parce qu'on arrive à des moments très importants et cruciaux. Donc, il ne faut surtout pas se laisser épuiser mentalement par l'information dont vous allez vous faire bombarder dans les prochains jours, et ça a déjà commencé. Il faut être capable de vous faire votre avis par vous-même, pas être là. J'imagine la situation, peut-être ça aurait été moi lors du dernier cycle, à attendre la vidéo de votre youtubeur préféré pour savoir ce que vous devez faire, et lui il la publie pas parce que il est occupé à gérer ses shit, et puis il a peut-être d'autres choses de prévues, et être en ce moment dans une situation pour en fait l'avoir vécu. C'est pour ça que je suis capable de la décrire.
C'est quelque chose que je ne recommande à personne. C'est horrible. Et tu vois, aujourd'hui, moi, ou hier soir, d'avoir pu prendre mes décisions par moi-même, bah, c'est un peu ça qu'on veut enseigner par Trilem, c'est vous donner cette autonomie-là pour ne plus jamais dépendre de personne. Ça ne veut pas dire que vous allez y arriver à tous les coups et tout ça, mais vous avez assez de recul pour comprendre un peu c'est quoi les données qu'il faut regarder et c'est quoi les bonnes décisions à prendre dans ces moments-là. Donc attention à ça. Et puis, ce qu'on voit quand même, c'est que globalement, tu as plein de gens qui disent bon, bah moi je le savais, alors d'un coup tout le monde le savait. Et puis j'ai plein de cash, je vais racheter. Donc là, en fait, moi je me mets à la place de quelqu'un qui commence, c'est son premier cycle. Tu dis, je comprends pas, parce qu'on me dit qu'il faut être dans les marchés tout le temps. Donc moi je suis rentré dans les marchés, je suis un bon élève. Et puis là on me dit qu'il fallait garder du cash, mais c'est quoi qu'il fallait garder comme cash, c'est quoi qu'il fait. Donc peut-être je voulais faire un rappel sur les bonnes pratiques. Je ne sais pas si vous avez, vous, une stratégie qui est précise. Ouais. Est-ce qu'il y a un pourcentage de votre portfolio que vous gardez? Est-ce que c'est des profits que vous gardez pour ça? Est-ce que c'est de l'argent depuis le début du cycle que vous n'avez pas encore rentré? Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus là-dessus? Parce que je pense que ça va intéresser nos auditeurs. Super intéressant. Bonne question. Je pense que oui, il y a des stratégies qui sont clés que moi j'essaye d'appliquer, en tout cas. Mais pour ça, il faut quand même une capacité d'épargne. C'est-à-dire que moi, ce que je fais en tout cas en termes de stratégie, c'est quand j'ai une capacité d'épargne, là ces dernières années, je l'ai plus forcément puisque j'ai beaucoup d'investissements à côté, à droite, à gauche, j'ai beaucoup de charges, donc je peux plus me permettre de le faire. Mais c'est avoir une capacité d'épargne qui me permet de rentrer sur ces points bas. Voilà, moi personnellement, à titre personnel, qu'est-ce que j'aurais fait aujourd'hui si j'avais un bag? C'est que j'aurais un peu d'argent de côté. J'aurais du cash. J'aurais rentré entre 20 et 25% sur une première position en achetant des zones clés. Donc les zones clés, c'est celles que tu as dit, Christian. Ça aurait été des zones au niveau des gaps, au niveau des points de contact sur le marché. C'est un peu d'analyse technique, c'est pas très compliqué à regarder. Voilà, sur les 49 000 $, je pense que j'aurais eu 49 000, 50 000. Des chiffres ronds aussi, c'est intéressant. J'aurais eu peut-être une première entrée de position comme ça, qui me permet déjà de rentrer dans le marché avec mon épargne. C'est une question en fait de santé mentale, c'est-à-dire que moi j'ai besoin d'être dans le marché, donc ma stratégie elle est faite pour ça, elle est en train de dire si ça baisse, bah en fait je veux trouver un scénario où je suis toujours gagnant. Si le marché baisse, j'ai que 20% de mon capital d'épargne remis dans les marchés. Donc j'ai encore 80% à mettre, donc je suis large. Je suis content quand même, si ça baisse, c'est pas trop grave, je vais pouvoir du coup même encore investir. Et si ça monte, bah, j'ai quand même récupéré une partie de cette baisse. Et donc je suis content parce que mon bag, il a quand même grossi. Moi, mon objectif, c'est de faire grossir mon bag. Je m'en fous à la fin de ce que j'ai gagné. C'est ça mon objectif. Donc je pense que une des clés, c'est de bien séparer en plusieurs cartouches. Ça, vous faites le nombre de cartouches que vous voulez. Moi, personnellement, je suis arrivé à la conclusion que 3 cartouches, c'est plutôt pas mal. Donc, une première cartouche à peu près sur les zones de prix quand ça retrace. Une deuxième cartouche si on va chercher des points plus bas avec des zones plus basses. Ou si le scénario est inverse, c'est-à-dire que finalement, on a touché un bottom, et ben dans ce cas-là, la deuxième cartouche, elle va se faire sur un niveau de retracement plus haut que le dernier bottom. D'accord? Je sais pas si je suis clair. Ouais. C'est-à-dire que si je suis à 50 000, soit on va redescendre à 44 000, ce qui est la deuxième zone, bah dans ce cas-là, je vais avoir ma deuxième cartouche qui va rentrer. Et si je redescends pas à 44 000, mais je remonte tout de suite à, je sais pas, à 62, potentiellement, on va aller rechercher un 58, 57. On va rechercher encore un point bas. Et ben, je vais re-rentrer sur une zone importante de retracement. Potentiellement, il n'y aura pas cette zone de retracement et c'est V-bottom. Bah, dans ce cas-là, je suis rentré que sur une cartouche. Potentiellement, il va avoir 2 retracements. Et ben, dans ce cas-là, j'ai encore une 3e cartouche pour re-rentrer. Si, soit encore une fois, on redescend encore plus bas et qu'on va chercher un Bitcoin à, je sais pas, 36 000. Ou si, pareil, après mes 44 000, je vais remonter potentiellement
à, je sais pas, à 55, et puis je vais retracer à 49. Et ben du coup, j'ai ma troisième cartouche dans ce dernier scénario où je vais re-rentrer là. Donc en fait, je vais avoir vraiment des capacités. Il faut bien se rappeler en fait que le marché il va pas tout droit, il va toujours en zigzag. Et soit il va en zigzag en bas, et donc dans ce cas-là, en effet, on va plutôt acheter quelque chose qui fait que descendre. Donc faut faire attention, et c'est pour ça que rentrer en plusieurs temps permet de bien voir les niveaux importants. C'est-à-dire qu'il faut bien déceler ces niveaux importants, parce que si vous faites des niveaux qui sont trop petits, bah vous allez rentrer trop vite. Et ça sert à rien de faire trois cartouches. Donc, faut bien espacer ces niveaux. Faut avoir des relations mathématiques entre la baisse qu'il va avoir. C'est-à-dire que si là, par exemple, on a fait 20% de baisse, bah, je vais pas racheter avant au moins 10 ou 15% de baisse par rapport au plus bas d'aujourd'hui. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il faut encore qu'on descende de 15% avant potentiellement que je réachète. Ça peut être des conditions supplémentaires à la zone en plus sur laquelle vous devez acheter. Vous voyez? C'est de rajouter vraiment ces niveaux-là. Et techniquement, si vous faites ça bien, en fait, vous allez jamais remplir les trois cartouches. C'est-à-dire que votre bag finalement de cash, il restera toujours un petit peu quelque chose au cas où de s'il y a un retracement. Et donc ça, je pense que c'est une bonne manière d'être toujours gagnant sur le marché. En tout cas, par rapport à ma psychologie, ça fonctionne plutôt bien. C'est-à-dire que vous êtes toujours quand même sur le marché. Vous rentrez dedans, vous vivez les émotions avec le marché, mais vous n'êtes pas non plus je sais pas comment dire, dans le FOMO, vous n'êtes pas dans la peur, vous avez un plan, vous avez une stratégie, vous vous tenez à votre stratégie et vous avez la capacité de pouvoir re-rentrer si vous croyez, bien sûr, encore une fois, hein, là, tout mon postulat, tout mon hypothèse cachée derrière ce que je dis, c'est que je crois en la crypto, j'ai une vision sur 3 à 5 ans sur la crypto, je crois en mes coins sur lesquels je suis investi, et mon investissement, bien sûr, du cash que je vais mettre représente une part que je suis prêt à perdre, même si ça va à zéro, je suis prêt à le perdre. Et c'est pas, c'est pas un réinvestissement de plus de, 20% ou on va dire de la position actuelle que j'ai sur le marché, à part si vous venez juste de rentrer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le bag de cash que je dois remettre à l'heure actuelle, si je suis déjà là depuis 1 ou 2 ans, il doit pas représenter plus de 20% à mon avis de ce que vous avez déjà sur le marché. Sinon, là vous rachetez une position perdante. Et donc là, votre psychologie est pas du tout la même. Vous voyez ce que je veux dire? Avoir 1/5 de cash à ressortir dans les bons moments, je pense que c'est intéressant. Si vous ne l'avez pas, essayez d'épargner pour pouvoir atteindre ce 20% à peu près. Je sais pas si vous avez 10 000 balles, essayez d'avoir 2 000 balles de cash. Si vous l'avez pas, c'est pas grave. Vous êtes dans le train, vous avez déjà 10 000 balles sur le marché. Et essayez d'aller chercher ces 2 000 balles petit à petit. Et si vous avez ce type, parce que ça, c'est pas la première fois que c'est arrivé, et c'est pas la dernière, vous aurez des retracements comme ça sur le marché, allez-y. Reprenez le temps de vous créer cette stratégie comme celle que je viens de vous dire ou une autre. Encore une fois, c'est pas un conseil en investissement. Soyez libre par vous-même de choisir ce qui vous convient, mais c'est techniquement une manière de faire qui techniquement vous permettra d'être à peu près serein sur les marchés. Et toi, Christian, qu'est-ce que tu fais? Alors, moi, j'ai l'air d'avoir du cash encore. Oui, j'ai encore du cash, mais disons que moi, c'est tout récent. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais un peu au feeling. Moi, faut reprendre le contexte, mais à la base, voilà, j'avoue que j'aime bien faire des tableurs, savoir où j'en suis, etc. Mais au bout d'un moment, je suis vite lassé et ça me prend la tête. Je suis plus dans le, vas-y, sur l'instant, j'achète, je revends. Je sais à peu près où est-ce que j'en suis, mais j'ai pas forcément noté. Et là, j'essaye de vraiment remettre du cadre. Parce que je sais que là, on est dans une phase un peu léthargique. Le marché veut ça, il veut que les gens commencent à s'ennuyer. Hein. D'ailleurs, si on commence à regarder un peu les indicateurs sur les recherches, les moteurs de recherche, les youtubeurs, ils le voient très bien. Hein, par rapport à il y a quand il y a eu toute l'explosion suite à ChatGPT, février-mars, et puis même tout ce qui est par rapport à l'ETF Bitcoin, hein, toute cette entrée de liquidité, il y a eu déjà le soufflet qui est retombé. Donc là, quand ça va repartir, et quand à un moment donné, le Bitcoin il atteindra les 6 chiffres, attendez-vous à une couverture médiatique que vous n'êtes pas prête. Et là, il faut être solide, il faut savoir. Donc là, je pense que c'est une opportunité de bien se reposer avec soi-même, et c'est ce que je suis en train de saisir, moi, personnellement, d'apprendre à mieux me connaître. Parce que je pense que, encore une fois, on l'a dit, on l'a redit, mais je le redis là, parce que c'est tellement important.
On peut pas juste prendre une stratégie comme ça parce qu'un YouTuber a dit que cette stratégie elle est géniale. C'est ce que disait François à l'instant. C'est vraiment d'apprendre à se connaître, de savoir ce qu'on veut. Donc moi je dirais que déjà là, dans un premier temps, c'est est-ce que vous croyez à la crypto-monnaie? Investissez pas là-dedans si vous y croyez pas déjà de base. Ça c'est le postulat de base. Après si vraiment vous êtes intéressé, bah en effet, c'est quoi déjà l'objectif? Moi, je pense que c'est important de revenir aussi, de donner du sens à cet investissement. Qu'est-ce que vous voulez récupérer? C'est quoi l'objectif? Et traduisez-le en quelque chose de concret. Moi, ça commence à être de plus en plus concret de qu'est-ce que je pourrais faire de cet argent et concrètement, qu'est-ce que ça pourrait changer dans ma vie. Et ça, j'essaye de le chiffrer. Et ensuite, avec cet objectif-là, vous allez vous dire, OK, maintenant, qu'est-ce que je peux investir et qu'est-ce que je suis prêt à investir et qu'est-ce qui est, j'ai envie de dire, écologique de pouvoir investir par rapport à ma situation. Est-ce que je peux remettre du cash régulièrement ou est-ce que j'ai juste une poche et puis du coup comment je vais gérer l'investissement de cette poche et je vais peut-être pas rentrer d'un coup. Et donc là il y a tout plein de questions qui se posent. Et puis après, comment vous gérez le risque? Comment? Parce que là, vous rentrez dans un actif qui est fluctuant, on le voit. Et si vous voulez aller chercher de la plus-value, il faut savoir accepter les deux facettes. C'est-à-dire que oui, il va y avoir des moments où ça va monter et vous allez peut-être avoir un plus 30%, plus 100%, plus, je sais pas. Mais on peut aussi avoir dans l'autre sens. Et donc, du coup, si vous êtes prêt qu'à prendre le pourcentage d'augmentation, mais pas de descente, il y a un problème. Là, si vous êtes mal à l'aise avec la chute qu'on a eue, en ce moment sur votre portefeuille, peut-être qu'il y a des questions à vous poser. Est-ce que vous étiez plutôt sur des middle cap? Est-ce que vous étiez plutôt sur des small cap? Est-ce que vous étiez plutôt sur des grandes capitalisations? Et là, il y a peut-être une réallocation une réflexion à avoir sur l'allocation des différentes cryptos sur lesquelles vous étiez. Au-delà des narratifs, est-ce que je vais peut-être mettre plus, je sais pas, si vous êtes mal à l'aise avec le risque, peut-être que vous allez avoir, je sais pas, je dis n'importe quoi, 70% de grande capitalisation et puis seulement 30% de middle cap. Et vous allez pas toucher au small cap. Ou alors, inversement, vous aimez le risque, vous aimez ça. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je veux avoir le moins possible de grande capitalisation et je veux plutôt me concentrer sur beaucoup de middle cap et un petit peu de small cap. Voire peut-être même 50-50 les deux, parce que je cherche pas aussi la même chose que d'autres personnes qui sont déjà là depuis peut-être plus longtemps et puis que du coup ils veulent plus quelque chose de safe. Moi là, j'essaye de sortir mon épingle du jeu. Donc et après, encore une fois, dans chacune de ces capitalisations, il y a des coins qui ont plus ou moins montré leurs preuves que d'autres. Donc là aussi, après, il y a toute une réflexion à avoir aussi bien sur l'analyse fondamentale que l'analyse technique, etc. Enfin, tout ce qu'on vous partage. Donc, pour moi, il y a toutes ces réflexions à avoir. Et après, est-ce que c'est cohérent? Est-ce que, je sais pas, par exemple, si vous me dites, OK, mon objectif, c'est de mettre 1000 euros, et puis c'est de faire 100 000, et puis je vais tout mettre sur Bitcoin. À un moment donné, il faut regarder qu'est-ce qui est cohérent entre vous, votre profil d'investisseur, ce dans quoi vous investissez, ce qui va potentiellement se faire d'ici la fin du bull run. Est-ce que c'est cohérent entre vous, l'investissement, et la capitalisation de l'investissement? Et si à un moment donné tout est matché, parce que du coup c'est cohérent, ça vous fait pas prendre des gros risques, c'est cohérent par rapport à comment vous gérez le risque, là j'ai envie de dire il y a des choses qui peuvent commencer à être envisagées. Et après, dans ce qui est la gestion, donc moi j'essaye de me découvrir. Je sais que j'aime bien le risque, mais après j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Donc faut savoir aussi se contrôler. C'est un risque qui est mesuré. C'est pour ça que je prends aussi de la distance, j'apprends à me connaître, donc j'essaye de pas venir m'enflammer ou me titiller ou quoi que ce soit. Maintenant c'est terminé, tout ce qui est effet de levier je le fais plus. Même des fois c'était de l'effet de levier déguisé, je pouvais peut-être faire de mettre en collatéral certaines cryptos solides comme de l'Ethereum ou du Bitcoin et pour récupérer une partie, pour pas sortir de position, pour me couvrir et pour racheter. Mais ça, à un moment donné, quand le marché fait des mouvements comme ça, vous faites liquider. Donc ça, terminé aussi, j'ai arrêté. Et là, je dors sur mes deux oreilles quand il y a des journées comme ça. J'ai plus de peur, j'ai plus de stress. Donc ça, je sais que déjà, j'apprends à me respecter un peu plus. Oui, j'aime le risque, mais on peut aimer le risque tout en se respectant aussi. Parce que si à un moment donné, et moi, vous le savez, c'est important, la santé, le sommeil, si à un moment donné, vous récupérez pas, comme tu le disais tout à l'heure, Julien, votre réflexion et votre capacité à prendre des décisions, elle va être de moins en moins bonne parce que vous dormez pas, vous faites des nuits blanches, puis à un moment donné, il faut être là, il faut être présent, il faut avoir toute sa tête et pas être, là pour le coup, c'est pas le cœur qui donne la direction. Il donne la direction stratégiquement sur
comment vous investissez votre argent et qu'est-ce que vous allez en faire. Mais après, c'est la tête là qui prend les solutions et qui prend du recul par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à tout ce brouhaha, en fait. C'est comment vous vous isolez pour réécouter cette voix intérieure et de prendre des décisions et encore une fois, de lâcher l'ego. Parce que le but, c'est pas d'avoir raison, on l'a déjà dit, c'est de chercher à avoir raison, comme tu le disais François, dans toutes les situations. C'est-à-dire prévoir plusieurs scénarios et puis dire, qu'est-ce que je fais si c'est ces scénarios-là? Admettons, scénario A, scénario B, scénario C. Et donc, du coup, quelles sont les plus grosses probabilités que ça soit quel scénario? Et du coup, après, les actions que je vais avoir pour chacun de ces scénarios. Et après, en fonction, si mon scénario est invalidé ou validé, je vais peut-être rapatrier après ma stratégie plus sur un scénario qu'un autre. Mais ne partez pas du principe que moi, de toute façon, c'est sûr, je vais avoir raison, ça va être ce scénario-là. Ouais, mais si là, du coup, vous avez mis tous vos œufs dans le même panier dans ce scénario-là et qu'il est invalidé, là, vous vous retrouvez benet, en fait, et à vous dire, mince, mais du coup, je fais quoi? Je vais où? Et ça peut être paralysant parce que là, moi, j'imagine des personnes qui se sont fait liquider maintenant. Le jeu, il a même pas encore commencé, là. Pour moi, le start, il est pas parti. Il y a eu cet engouement avec l'ETF et tout, mais là, ceux qui se sont fait liquider, qui ont perdu tout leur capital, c'est dommage. Le jeu, il allait commencer, pour moi, c'est plutôt fin d'année. On va commencer à avoir des trucs intéressants. Donc là, le but, c'est de protéger ce capital au plus possible. Et n'allez pas vous amuser à revendre pour acheter plus bas pour gagner quoi? Peut-être 10%. Et au final, peut-être avoir perdu 100% de votre capital ou 90%. Parce que le jeu en valait vraiment la chandelle. Donc des fois, faut aussi, faut arrêter. Moi, des fois, je pensais, non, mais je vais être malin, je vais être plus malin. Puis en fait, finalement, je faisais de la merde. Et des fois, à moins agir, on fait mieux, bizarrement, paradoxalement. Donc, en vrai, des fois, faut. Alors, je dis pas qu'il faut rien faire, parce que des fois, ça a été l'inverse. J'étais paralysé en me disant, de toute façon, je vais rien faire. Quitte à faire quelque chose, autant rien faire. Mais non, des fois, il y a des décisions à prendre et ça peut vous protéger. Mais je dirais que c'est toujours aller chercher du gris, pas être dans du blanc ou dans du noir. Dire, ok, je pourrais faire ça, mais comment peut-être je peux nuancer mon propos et peut-être pas le faire à 100%. Et donc, du coup, voilà, moi, après, j'ai pas forcément des pourcentages en tête, mais j'essaye de, quand je vois que j'ai quand même fait un beau profit et puis que je vois que ça commence à puer la merde parce que on tape sur des figures, sur des patterns et puis que, on consolide pas au-dessus, qu'on vient pas s'instancier vraiment, que ça vient pas valider que ça y est, on a dépassé du coup, je me dis potentiellement, on va aller retaper plus bas. Donc, c'est pas débile de prendre un peu de profit. Je dis pas de sortir complètement de position et de vider tout son portefeuille. Je dis juste de prendre un petit 10%, 20%, comme tu l'as dit François, où on va peut-être se dire, comme ça, je pourrais le réinjecter plus bas. Après, voilà, si ça descend de 10%, 20%, c'est peut-être pas intéressant. Mais quand il y a des gros retracements comme ça, on est content d'avoir cette petite poche de cash. Après, est-ce que vous êtes prêt à reprendre une partie de votre salaire que vous dites, c'est pertinent que je l'investisse à ce moment-là? Ça sera peut-être pas énorme, mais ça peut être l'occasion de dire, tiens, je remets un petit quelque chose. Et voilà. Mais après, encore une fois, en fonction de vous, qu'est-ce que vous vous êtes donné comme règles du jeu pour vous? Quelles sont vos règles, comme tu le disais, Julien? Voilà, il y a tel indicateur qui a été atteint, je suis au vert pour racheter. Je suis au vert pour vendre. Et ça, si c'est pas clair, à un moment donné, vous allez pas savoir quoi faire. Il y aura pas de règles. Donc du coup, et comme on est dans un jeu où il y a pas de les jeux, c'est quoi? C'est les jeux finis. Jeux infinis. Là, on est dans un jeu infini. Donc à un moment donné, si vous avez pas mis en place les choses très clairement, dites-vous que là, on va peut-être finir, et ça va être le cas pour beaucoup de personnes, malheureusement, on le sait, 81%, c'est ça, vous me corrigerez, des traders qui perdent tout leur capital. Donc c'est énorme, c'est-à-dire que là, potentiellement, il y a plein de gens, on va finir le bull run, on se dit oui, mais je vais être assez fort, mais dites-vous bien, en fait, quand on va monter comme ça au niveau du prix, si à un moment donné, on se dit, ouais, mais en fait, il va peut-être encore monter plus haut, on va devenir greedy, on va vouloir prendre. Si vous n'avez pas une stratégie de sortie progressive, à un moment donné, peut-être qu'il va corriger, puis là, vous allez dire, non, mais il va remonter. C'est ce qui s'était passé là sur le dernier bull run. On s'est tous fait avoir, puis après, ça a été enflammé avec FTX, Terra Luna et compagnie. On croyait tous que ça allait repartir. Il y a eu un faux redépart, et puis boum. Et derrière, on peut se retrouver comme ça, avec cette psychologie qui nous dit, mais non, en fait, je vais encore attendre, je sors pas. Ou alors, non, mais je vais re-rentrer, mais en fait, et en fait, vous repartez avec, peut-être, à un moment donné, vous avez chatouillé votre objectif, et je sais pas, vous avez atteint 50 000 alors que vous étiez parti avec 10 000. Et puis tout d'un coup, à la fin du bull run, vous vous retrouvez avec un bac qui est équivalent à la somme investie, ou voire même plus bas. Et en fait, vous n'avez pas sorti votre épingle du jeu. Et donc, il faut se rappeler qu'encore une fois, ce qui est gagné, c'est l'argent que vous sortez de votre portefeuille. Et de se rappeler qu'est-ce que ça vaut dans la vraie vie et par rapport à votre objectif. Pour l'imaginer très concrètement, cette émotion, imaginez ce que vous êtes en train de ressentir en ce moment pour ceux qui essaient de racheter, de dire
je vais attendre encore un petit peu pour essayer de racheter plus bas. Et ben, vous prenez cette émotion et vous l'inversez. Et c'est ce que vous allez ressentir quand les marchés seront plus hauts. Vous allez dire, je peux attendre encore un peu, je peux peut-être faire encore un x2. Et au final, vous allez vous faire avoir. Donc, c'est super important. C'est Anthony Robbins qui disait, don't try to beat the market or he will beat you. Et j'imagine le marché qui vient, qui te met une grosse claque, mon gars. Essaye pas de jouer avec lui parce qu'il est plus fort que toi. Et tu disais quelque chose tout à l'heure, ça fait la transition vers la façon dont moi j'essaie de gérer ça, à la fois le rachat mais aussi la revente. J'essaie toujours de trouver ce que j'appelle le sweet spot, cette zone dans laquelle je me sens à l'aise dans les deux scénarios. Donc concrètement, en ce moment par exemple, j'ai mis des ordres auxquels si donc je suis en partie dans le marché, ça suppose d'être déjà dans le marché, que si ça repart, je suis déjà là, peut-être pas totalement mais je suis dedans. Et que si ça descend et que ça va chercher les ordres que j'ai positionnés, je suis très content. Donc, tu es content que le marché descende finalement parce que ça te permet de racheter cette crypto que tu attendais tant sur ce prix-là. Et puis, si le marché veut pas descendre me chercher mon ordre, ça veut dire qu'il remonte. Et je suis content aussi parce que j'ai de l'argent dans le marché. Donc, dans les deux scénarios, dans ma tête, c'est peut-être un petit trick mental, mais dans les deux cas, je me dis, je suis satisfait avec ce que le marché va faire. Et c'est cet état-là dans lequel vous devez vous retrouver. C'est le meilleur moyen d'avoir la bonne psychologie. Comme ça, de la même façon, quand c'était le bear market, j'achetais et même principe avec cette philosophie-là. Et ça m'a permis vraiment d'acheter sur des très très bons prix. Et quand le marché est parti, j'étais déjà bien dedans. Et après, on peut toujours racheter un peu plus haut. Ça, c'est pas très grave. Fait que bon, c'est cool. Ça fait le tour. Et je pense que ça donne aussi des idées de stratégie. Parce qu'effectivement, la prise de profit, ça va être la clé dans ce bull run-là. Au niveau de timing, maintenant, peut-être on peut clôturer l'épisode là-dessus. Ça fait un petit moment déjà qu'on enregistre. Je pense que on est freestyle, mais on veut pas non plus aller trop, se perdre dans trop de détails qui vous seraient pas utiles. Au niveau du cycle, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé avec cette forte baisse? Est-ce que ça remet en perspective un peu, on va dire, la fin de bull run que vous imaginiez? Peut-être très rapidement, on fait un petit tour. Ouais. Moi, je m'attendais plutôt fin 2024, du coup, que c'était fini. C'est pas encore dit que ça soit pas ce scénario-là, mais ça met quand même un petit peu de plomb dans l'aile à ce scénario qui pourrait plutôt, du coup, amener un bull plus tard et donc une fin du bull plus tard. Peut-être plutôt mi-2025, voire fin 2025, en fonction du temps que ça prendra pour régler tous les soucis géopolitiques, l'élection américaine, etc., etc. Et toi, Christian? Oui, moi, pour moi, c'était, j'imaginais, on le sait, historiquement parlant, juillet, août, c'est calme. Moi, je voyais pas quelque chose d'hyper explosif. Je pense à un moment donné, ça va être explosif, mais je le voyais plutôt vers novembre, après les élections, novembre, décembre, fin d'année. Et puis, je pense que ça change rien à ton plan. Là, non. Pour toi. Non. Cette baisse ne change rien à ton plan. Okay. Non, du tout. Et je pense que c'est plus aggravé parce qu'on savait pas qu'il allait avoir ce qui se passe en Moyen-Orient, et puis je pense que ça impacte beaucoup de choses, parce que ça peut potentiellement rejouer sur une inflation. Je me souviens plus exactement, mais apparemment, vous savez, là où il y a toute la marchandise qui passe, c'est un point hyper important qui avait été déjà bloqué parce qu'il y avait un cargo qui avait tout bloqué à l'époque du Covid. Donc ça peut avoir un impact sur toutes les matières premières, etc. On le sait. Enfin bref, donc ça, c'est des choses qu'on peut pas prévoir, mais on sait que voilà. En tout cas, c'est intéressant. Moi, c'est toujours un truc qui m'a bluffé, c'est se dire, ok, il y a des patterns, il y a une lecture graphique, et on sait pas comment. Il y a des histoires ou des narratifs ou des événements médiatiques qui viennent faire en sorte que la pattern se dessine. Comme c'était plus ou moins prévu, quoi. Alors, est-ce que c'était manipulé ou pas, j'en sais rien. Mais bon, après, voilà, on n'est pas à l'abri que du coup, ça retarde un peu les choses. C'est sûr que, imaginons que ça soit pas Trump qui soit réélu, que ça soit quelqu'un d'autre. Après, en plus, en ce moment, en politique, tout le monde surfe un peu là-dessus parce qu'ils vont chercher des voix. Mais après, concrètement, qu'est-ce qu'ils vont faire aussi? Donc là aussi, c'est quelque chose qu'on price, mais sans vraiment savoir. Moi, je pense que c'est important. Si on veut que les institutionnels rentrent sur ce cycle-là, il va falloir que ça soit clair sur
comment c'est les lois autour de tout ça, quoi. Est-ce que vraiment Bitcoin, Bitcoin maintenant ça commence à être clair, mais Ethereum par exemple, voilà, et quelles vont être vraiment la législation autour de tout ça, parce que sinon ils ont peut-être peur de à un moment donné faire un pas en avant pour qu'après derrière on leur tape sur les doigts puis du coup ça fout. Enfin, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais donc il y a beaucoup d'incertitudes, et je pense que tant qu'il y aura cette incertitude, ça va juste réfréner l'envie d'exploser. Moi, je pense que par contre, après, dès qu'il y aura tous les voyants, ça va partir vite, très vite. Et après, je pense qu'il va falloir être prêt à prendre des gains assez rapidement, parce que quand ça va retomber, à mon avis, ça va retomber très bas, et il y aura peut-être derrière une bulle qui va exploser. Il va y avoir toute la récession, ou je sais pas. J'ai pas de boule de cristal, mais je pense que ça va être assez explosif. Ouais. J'ai ce sentiment-là. Je pense, moi, ça a un peu changé. Du coup, j'avais cette vision d'un bull run éclair. Je l'avais déjà dit sur la chaîne plusieurs fois. C'était en partie parce que on avait atteint pour la première fois un nouvel ATH avant le halving. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. En même temps, c'est pas comme si on avait non plus 50 ans d'études. Hein. On a Bitcoin a un peu plus que 10 ans. On a 3-4 cycles qu'on peut étudier. C'est vrai que j'avais l'impression que tout allait aller très vite, et j'avais l'impression aussi que j'essayais toujours d'imaginer le scénario qu'on prévoit le moins, et vu que tout le monde tablait pour un cycle habituel de 4 ans, je me disais, si c'est éclair, on va tous rester sur le cul, ah merde, c'est déjà fini. Alors après, la question du coup que je me suis posée, c'est est-ce que c'est vraiment fini? Si c'est une question légitime, est-ce que le bull run il est terminé? Il y a clairement des données qui, alors on peut être sûr de rien, mais qui nous laissent penser que non, c'est absolument pas le cas. Des choses très pragmatiques, comme le fait qu'Ethereum n'a pas marqué un nouveau plus haut, que Solana aussi, on s'entend que Solana il performe bien plus que Ethereum, peut-être qu'un jour il arrivera même à le flipper. Solana n'a toujours pas atteint son ATH. Quand on analyse la data on-chain, alors là je vais parler parce qu'il y a plusieurs types de baleines. Il y a les anciennes baleines, celles qui sont là depuis plusieurs cycles, et il y a les nouvelles baleines qui sont en train d'arriver. Donc celles qui ont l'expérience et qui, elles, investissent parce qu'elles ont cette connaissance-là sur des wallets, eux sont en train d'acheter en fait. Depuis le début du cycle, ils achètent et ils n'ont pas rien vendu, et ils continuent d'acheter en ce moment, et en ce moment ils se régalent. Donc où est-ce que ça vend? Parce que si ça baisse, ça veut dire qu'il y a des gens qui descendent. C'est surtout sur les exchanges en ce moment que ça baisse et que les gens vendent, mais pas sur tout ce qui est justement directement sur la blockchain et stocké dans des wallets. Donc les achats OTC, etc. Là, ça doit y aller. Les achats aux mineurs directement, ça doit y aller aussi. Donc pour moi, aujourd'hui, le Bitcoin, le bull run, il n'est pas terminé. Donc ça fait tout simplement repousser, pardon pour le petit bruit, ça fait simplement repousser l'horizon de temps. Donc est-ce qu'on va retourner sur un cycle habituel? Je pense que ça souligne l'importance, et moi j'étais peut-être, si je suis honnête avec moi-même, un peu trop investi sur le marché, c'est-à-dire qu'on dit toujours qu'il faut une poche de sécurité, et en fait cette poche de sécurité aujourd'hui je comprends très bien son sens, c'est qu'elle vous donne la sérénité d'esprit, c'est-à-dire que si vous avez, on dit des fois que c'est 2-3 mois, 6 mois, peut-être 1 an dans l'idéal, d'argent de côté où vous allez être capable de vivre, ben ça fait que vous pensez pas une seconde à vendre votre crypto au pire moment. Vous vous dites c'est pas grave, j'ai de quoi venir, ça prend 1 an de plus, ça prend 1 an de plus, j'en ai rien à foutre. Donc quand on est dans cet état d'esprit-là, c'est là qu'on peut le mieux, à mon avis, surfer ces moments-là. Et même idéalement, si on avait une grosse poche de cash, comme on l'a expliqué avant avec les stratégies, être capable peut-être même de re-rentrer un petit peu. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé un petit peu. Comme je vous disais au début, c'était pas un épisode qui était prévu. Donc on va voir comment on s'organise pour le montage, pour le publier le plus vite possible. Si vous avez aimé le contenu, je vous laisse mettre un like sous la vidéo, nous commenter également, ça serait cool, ça aiderait l'algorithme. Et je serais curieux en fait de savoir dans quel mindset vous êtes en ce moment. Est-ce que vous êtes plutôt bullish, plutôt bearish? Donc dites-le nous en commentaire, quelles sont vos stratégies. On prendra le temps de lire bien sûr chaque commentaire et même d'y répondre. Pour le reste, on se retrouve bientôt. Je crois qu'il y a un interview qui est préparé pour... aujourd'hui d'ailleurs. Aujourd'hui, il a été posté aujourd'hui. Ok, donc là, il y a une vidéo que vous pouvez aller voir d'un interview qu'on avait fait avec Christian. Et puis en fin de semaine, il y a un autre épisode qu'on avait fait avec François qui était vraiment pas mal. Donc je vous invite aussi à mettre la petite cloche de notification pour ne pas manquer sa publication. Voilà, merci à tous les deux de vous être rendus disponibles comme ça en urgence. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Pense à nous et puis on se revoit bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao. Salut Thomas. Bye. Ciao.